Ces éléments d'information qui nous permettent justement d'évoquer ce sujet et ces nombreux sujets jusqu'à 9h ce matin sur Radio Equinox avec nos différents invités. D'abord Henriette Ekoué avec nous dans ce studio. Bonjour Henriette Ekoué. Bonjour, merci de m'avoir invité. Voilà, c'est toujours un plaisir pour nous de vous avoir dans cette émission, eu égard à ce que vous représentez, au symbole que vous représentez pour ce Cameroun, pour ce pays et pour les luttes que vous avez menées avec beaucoup de poigne. Merci beaucoup, c'est un honneur pour moi d'être ici. J'écoute tous les matins votre radio parce que c'est celle que je trouve la plus informée, au moins du point de vue du débat du matin. Donc je l'écoute beaucoup quand je ne suis pas invité ailleurs. Donc je suis heureuse d'être là et je salue tous vos auditeurs, comme j'écoute d'ailleurs les téléspectateurs du matin. D'accord. Voilà. L'émission du matin. D'accord. Oui. Merci. Arrêtez quoi. Nous aurons dans un court instant en ligne également professeur Chief Mila Assouté qui va également réagir sur ces sujets avec nous ce matin sur Radio Equinox. Bonjour à vous. Bonjour Monsieur Fopo-Sénégou. Bonjour à nos auditeurs, nos invités. Voilà. Alors arrêtez quoi. On a beaucoup entendu sur ce départ de le professeur Gervais Mendozé, mort en prison, a-t-il été gracié ou pas gracié du tout, le débat juridique sur la question de l'ingratitude pour un haut commis de l'État comme lui qui part dans ces conditions. Est-ce que pour vous, on doit faire ce débat ? Non, le débat est humanitaire désormais. C'est pas le débat de quelqu'un qui a volé ou qui aurait volé. C'est un débat humanitaire parce qu'il était très malade et on peut ne pas comprendre qu'on évacue un jeune homme comme Jean-Michel Fosso et on a évacué aussi Inoni, Ephraim, et que pour des raisons humanitaires, même de proximité avec le président de la République, qu'il n'ait pas bénéficié d'une telle disposition. Donc, en réalité, on l'a laissé mourir. Parce qu'on a vu les images dans les réseaux sociaux où il était dans un état de délabrement avancé. Il était rongé par le diabète. Et le diabète ne pardonne pas lorsqu'on n'est pas dans de bonnes conditions. Et c'était son cas. Donc, il aurait dû, pour des raisons humanitaires, simplement être libéré, au moins passer le restant de sa peine à la maison. Parce que beaucoup estiment que ces hauts commis de l'État ont été aux fonctions. Mais ils ont volé. Ils ont eu l'occasion, évidemment, de construire un Cameroun qui pourrait Non. L'État du Cameroun a été construit par des fonctionnaires qui n'ont pas volé un franc. Je rappelle que le code pénal, je crois, je ne suis pas juriste, disposait que quand vous avez 500 000 de détournés, c'était la perpétuité. Il y a eu, j'ai connu des douaniers qui, avec 100 000, ont passé 20 ans en prison. Donc, ce n'étaient pas les fonctionnaires comme les autres, c'était des petits milliardaires avec la fortune de la nation. Il ne faut pas leur pardonner, je suis contre. Bon, moi-même j'ai été pendant un moment président de Transparency International et si Ahidjo avait laissé les fonctionnaires faire ce que tout ce monde-là a fait, je rappelle qu'il y en a qui sont quand même dehors, qu'on n'a jamais arrêté et tout le monde sait que ce sont des milliardaires. Non, c'est des grands commis de l'État, mais qui ont largement pioché dans la caisse de l'État. Et donc certaines personnes estiment qu'on ne doit pas avoir de remords ou de pitié pour ce qui leur arrive. Non, moi je n'ai pas pitié je le dis parce que j'appartiens à une famille de fonctionnaires où on pouvait débarquer. Un matin comme ça, les inspecteurs arrivaient, vous disaient, bon, monsieur le directeur, donnez-moi les clés. Allez vous asseoir là-bas, sortez-nous les livres. Et on passait toute la journée à vérifier, même si c'était 5 francs, même si c'était 25 francs, on vérifiait tout. Donc, je ne peux pas accepter que des fonctionnaires soient entrés dans le trésor public, se soient enrichis, on n'a pas de route, les enfants n'ont pas de banc à l'école, c'est les parents qui payent les bancs, etc. Non.
L'État ne sait pas faire avec les voleurs. Voilà. Nous avons en ligne le professeur Chief Pierre Mila Souté. Bonjour, Votre Majesté. Oui, bonjour, Monsieur Français. Bonjour à vos auditeurs. Bonjour à Henriette Ekoué. Bonjour, Monsieur Mila Souté. Comment allez-vous? Madame, comment allez-vous? Ça va, merci. Et vous-même? Ça va très bien, merci. Merci. Bon, enchanté d'être avec vous sur ce plateau. Merci. Voilà, vous êtes le président du Rassemblement démocratique pour la modernité du Cameroun, le RDMC. Donc, évidemment, bon, Bengan, sur évidemment cette question de Javel Mendozé, on va revenir à vous dans un court instant, juste pour rappeler que vous êtes avec nous dans ce studio également. Alors, vous avez commis une tribune hier qui est parue, Monsieur Mila Souté, dans la Nouvelle Expression, où vous disiez qu'on ne doit surtout pas être dans une logique de dire qu'il y a une forme d'ingratitude vis-à-vis du professeur Javel Mendozé, et que la question du repli tribal qui a été évoqué par un leader politique, Maurice Kamto, je vais le citer, n'est pas une question à aborder. Précisez-nous votre pensée, je vous en prie, Monsieur Mila Souté. D'abord, je vous remercie de m'avoir invité à Radio Equinox, si loin de mon pays, pour parler à mes compatriotes des sujets d'actualité. Sur cette question des évacuations sanitaires, il faudrait d'abord dire que le terme évacuation sanitaire découle d'un terme militaire. C'est-à-dire que on évacue quelqu'un d'une zone de danger et par la suite on le transpose maintenant dans le domaine médical, comme pour dire que notre pays est une zone sinistrée médicalement, une zone dangereuse médicalement, de laquelle il faut évacuer des gens vers des pôles où ils auraient des meilleurs soins médicaux. Alors, moi, je suis très embêté, après avoir fait cette définition, de toute la logique qui tourne autour, non seulement des évacuations sanitaires, mais aussi, plus particulièrement, de celle de M. Mendozé. L'État n'est pas là pour être reconnaissant ou pour faire des dons à des citoyens. L'État est là pour remplir des devoirs vis-à-vis des citoyens, des obligations vis-à-vis des citoyens et inversement. Donc la question de gratitude qui suppose que l'État devrait évacuer quelqu'un par gratitude crée même une forme d'injustice vis-à-vis des citoyens qui sont égaux en droit et en devoir dans la Constitution de la République. Donc, dire que M. Mendozé devait être évacué par gratitude me paraît complètement inepte, excusez le terme. M. Mendozé était condamné par la justice camerounaise. Il est malade. Il a des droits comme tous les citoyens. Et d'ailleurs, il était même encore présumé innocent parce que je crois qu'il a fait un recours en appel dans cette procédure-là. Oui. Et donc, la procédure n'était pas encore rendue définitive. Il n'y a pas de décision définitive, il n'y a pas d'arrêt dans cette affaire. Et par conséquent, s'il est malade, il a droit aux soins que moi, aux mêmes soins que ma mère, aux mêmes soins que Henriette Ekoué, aux mêmes soins que vous, aux mêmes soins que le vendeur à la sauvette au bord de la rue. Les mêmes soins. C'est dans notre Constitution. Il n'y a pas de soins pour les ministres, des soins pour les directeurs généraux et des soins pour la paysanne. Donc ce problème est profond parce que ceux qui sont en charge de la gouvernance de notre pays ne pensent à leurs soins qu'au moment où ils sont effectivement malades et qu'ils ne sont plus aux affaires. Parce que quand on est aux affaires, dans les ordres de la République, on est pris en charge, il ne se poserait même pas un problème d'évacuation sanitaire pour lui s'il était ministre. Alors, mais aujourd'hui, M. Malachi est ministre de la Santé.
lorsqu'il n'aura pas travaillé suffisamment bien pour rendre notre environnement médical optimal pour soigner les Camerounais, s'il tombe malade, il va demander une évacuation sanitaire quand il ne sera plus ministre, et lorsqu'il ne l'aura pas, on va dire on a refusé d'évacuer le ministre. Mais combien de Camerounais meurent dans les plantations, au village, là-bas, dans le dénuement total, sans qu'on puisse même les soigner dans le premier hôpital d'arrondissement ou du district d'arrondissement? Combien sont-ils? Alors, ces histoires qu'on nous rabâche des évacuations sanitaires découlent du fait que la gouvernance médicale est médiocre. On doit construire les hôpitaux pour éviter la reconnaissance à des catégories particulières de Camerounais en matière d'évacuation. L'évacuation sanitaire doit même être une exception. Et on entend très peu parler de rapatriement sanitaire, parce que le rapatriement sanitaire aussi existe. Moi qui suis ici, je peux tomber malade ici et souhaiter aller me faire soigner dans mon pays où je suis plus près de ma famille. Mais on parle toujours des évacuations sanitaires. Et là, ce qui blesse davantage, ce sont les évacuations sanitaires des gens qui ont porté atteinte à la fortune publique. Et que l'État, par humanisme, pour emprunter chez Madame Henriette Ekoué, que je respecte beaucoup d'ailleurs, par humanisme, doit débourser en plus de l'argent. Non pas sur la fortune qu'ils ont pensionnée illégalement à l'État, mais sur les deniers publics. Pour soigner ces gens-là. Monsieur Aïdjo avait répondu, et ça c'est le ministre Jean Ketchapé à son âme qui me racontait ça un jour. Monsieur Aïdjo avait répondu au maire André Fouda, qui s'inquiétait des prisonniers de Kondengui justement. Il est allé le voir pour lui dire, Monsieur le Président, les prisonniers sont en train de mourir à Kondengui, on vient d'ouvrir la prison, il n'y a pas l'argent. Le président Aïdjo l'a regardé longuement et lui a dit, vous vous sentez coupable de la famine des délinquants comme une priorité et les Camerounais sans histoire, sans problème, des honnêtes citoyens, ce n'est pas une priorité pour vous? Donc, moralité de ce que je vais dire pour chuter, non, M. Mendozé est un Camerounais, on l'a pris en charge dans un hôpital camerounais, les hôpitaux qu'eux-mêmes ont construits en tant que ministres. C'est dans ces hôpitaux qu'on soigne ma mère, votre frère, votre sœur, les paysans, et c'est dans ces hôpitaux qu'ils meurent. C'est dommage que je parle comme ça parce que ça peut donner l'impression qu'on est sans cœur. Mais on a le cœur pour tous les Camerounais. Et c'est ça ma posture. J'ai le cœur pour tous les Camerounais. On doit mettre un accent à moderniser les institutions hospitalières camerounaises, les doter d'équipements, de plateaux techniques suffisamment élevés, puisqu'il y a des compétences, pour que la notion d'évacuation disparaisse même dans le langage des Camerounais. D'accord, professeur Tif Pierre Mila Souté. Alors il y a une image qui a marqué les Camerounais, repris par l'un de nos consultants sur Radio Equinox, David Eboutou, qui a parlé de cette ambulance qui venait de la présidence et qui manquait de cylindre d'oxygène. Oui, à quel niveau on se retrouve dans ce pays, à un niveau on se rend compte que les gens n'ont pas le minimum pour notre santé. Parce que l'ambulance, ce n'est pas seulement la voiture et la sirène. Oui. L'ambulance, c'est aussi un équipement en cas de détresse respiratoire, comme c'est souvent le cas. Quand vous entrez dans une ambulance, vous êtes mal, il faut qu'on vous pose même des perfusions, il faut qu'on vous mette un masque à oxygène. Donc l'ambulance, ce n'est pas seulement une voiture. Et quand on dit que c'est l'ambulance de la présidence, ça c'est à pleurer de rire. Je crois que quand on a donné, parce que c'est les Belges qui ont donné ces hôpitaux-là, les deux hôpitaux généraux, à Douala et à Yaoundé, qu'est-ce que la radio n'a pas dit? Qu'est-ce que l'État n'a pas dit? L'État a dit, avec des hôpitaux de ce calibre-là, on ne va plus évacuer des gens en Europe.
Au contraire, ce sont les gens de la sous-région qui viendront chez nous. Et j'ai eu, quand j'ai été opéré à l'hôpital général de Douala, où un chirurgien, le professeur Mathieu Mota, a ouvert ma tête, je suis sorti de là, j'avais ma mémoire, le langage, tout. Ça veut dire qu'il y a des compétences. Bon, et j'ai su donc, quand j'étais à l'hôpital, que les gens de la sous-région, c'est-à-dire les Centrafricains, j'ai vu des généraux centrafricains qui étaient évacués à l'hôpital général de Douala. J'ai vu la chambre de la mère de Obiangema Bazogo qui était souvent évacuée à Douala parce qu'il y a des hôpitaux, un grand hôpital à Douala, sans ajouter tous les hôpitaux qu'on nous a offerts. Les Coréens, les Chinois, tous ces hôpitaux-là. J'ai eu beaucoup de problèmes avec Mama Fouda parce que chaque fois qu'on offrait un hôpital, Mama Fouda vient, il fait un discours et il dit voilà, on nous a offert un hôpital, faites-en bon usage. Quand on amène l'administration de la santé publique, les prix grimpent. C'est-à-dire que l'hôpital qui a été donné avec des appareils de haute technologie, on le facture aux pauvres. Résultat, ces hôpitaux-là n'ont jamais rempli la mission qui leur était destinée par les bailleurs ou les amis des partenaires bilatéraux qui ont estimé que nous avons un grand besoin des établissements de santé. Oui. Donc on est dans un pays qui ne travaille, qui ne marche pas bien parce que l'État qui a claironné il y a 35 ans qu'on ne va plus évacuer les gens. Et on a vu comment le président s'est mis à évacuer ses amis, Madame Foning, Tony Bakot et les autres. Et on évacue les amis. Donc voilà, donc c'est cette leçon que l'on tire de ceux décès en prison du professeur Gervais Mendozé. On a un autre décès parce que le week-end dernier a été particulièrement funeste pour le Cameroun en termes de quelque chose. Oui, tout à fait sur le Mendozé. Oui, allez-y. Bon, arrêtez quoi. D'accord. Oui, pour terminer, oui. Oui, il a été un vrai homme de lettres qui a boosté la production du théâtre ou du cinéma au Cameroun. Mais à chaque fois, il mettait son nom, une idée originale de Mendozé. Et on a aussi vécu sa passion du Christ, parce que tous les jours de Pâques, une fois même, on a dépêché Charles Ndongo et Antoine Maringono pour aller lire la Bible à la grotte Mariale. C'était fou. Maintenant, ce que je vais aussi dire, parce que j'ai été membre du conseil genre de la Fédération internationale de journalistes à laquelle est affilié le SNJC, notre syndicat, et on a fait des enquêtes. Et il s'est avéré que ce directeur général traitait les journalistes femmes comme du bétail sexuel. À telle enseigne que tout le monde savait, vous pouvez être à une réunion, il appelle d'abord une journaliste, il finit avec elle, il dit appelle-moi une telle, elle vient aussi, il finit avec elle, il dit appelle-moi l'autre. Donc il avait un grand appétit peut-être sexuel, mais il a été minable du point de vue du respect des femmes. Et ça, en tant que féministe, je ne peux pas laisser passer ça. Je regrette qu'il soit parti, c'était un grand mélomane, il a prouvé, mais il a eu cette attitude vis-à-vis des journalistes femmes. Du jour au lendemain, il vous retire l'antenne. Parce que vous n'avez pas voulu céder. Donc toutes les femmes s'alignaient parce que le patron voulait qu'on s'aligne. Et ça, c'était mauvais. D'accord. On va transiter rapidement sur le départ également du patriarche Chief Moukete. Oui. Voilà, donc lui, il a été le chantre du fédéralisme. Est-ce qu'on doit regretter qu'il soit parti sans que la résolution de la crise anglophone ne soit faite? Bien sûr, et comme toute personne n'est éternelle, à 100 ans, il était plus près de la tombe que de la vie. Ce qu'il y a souvent, c'est ce que nous les UPCistes on dit toujours, quand tu tombes au front, quelqu'un d'autre prend l'arme et continue le combat. Donc j'espère qu'il y aura d'autres voix qui seront aussi
porteuse. Le problème du fédéralisme, ça a été un coup d'État constitutionnel lorsque le président Ahidjo a décidé de finir avec ça. Parce que la constitution de 61 mettait beaucoup de blocages pour modifier cette constitution-là. Mais le président Ahidjo l'a fait. Il s'est contenté d'aller à l'Assemblée nationale pour dire que lui, il est venu pour leur dire que la fédération, le fédéralisme nous coûtait trop cher et qu'il fallait en finir. Et quand on a fait ce fameux référendum, on s'est rendu compte que les bulletins du non n'étaient pas dans tous les bureaux de vote. Donc c'était oui. Et à la fin, quand vous avez 3 800 000 francophones contre 800 000 anglophones, oui. Ce n'est plus un référendum normal. Oui. Donc, pour nous les UPCistes en 72, on a dit que c'était un coup d'État constitutionnel et on avait raison. Tous les partis politiques qui sont entrés dans la coordination des partis d'opposition en 90-91, tous avaient dans leur projet le fédéralisme. Tous, même les UNDP qui est... tous les partis politiques. Il y avait que nous qui sortions de la clandestinité, les UPCistes de la clandestinité, qui avons dit que, compte tenu des cicatrices de l'histoire, il vaut mieux qu'on aille plutôt à la décentralisation. Mais le fédéralisme a été plébiscité par les partis politiques du Cameroun. Et quand on a commencé la crise anglophone, on a commencé à interdire aux gens de prononcer le mot fédéralisme. C'était une aberration. Oui. Karine, vous relancez évidemment le professeur Chief Mila Souté. Oui, professeur, on sait quand même que le Chief Fon Mokete a réagi un peu comme quelqu'un qui sentait déjà son départ, mais on regrette aussi que ces actions n'ont pas quand même été fortes pour la résolution de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Oui, avant de répondre à cette question concernant le décès du très vénérable Thibaut Kété, qu'il était sénateur et roi des Bafos, je voudrais réagir très rapidement sur quelque chose qui doit fixer pas seulement la mémoire collective, mais corriger un certain nombre de compréhensions, d'incompréhensions sur les mécanismes qui conduisent même à décider de qui va être évacué ou pas. J'ai entendu Mme Ekwedi tout à l'heure que le président de la République évacuait les familles. Mais en réalité, je connais très bien les mécanismes de notre administration. Les mécanismes d'évacuation des Camerounais partent du ministère de la Santé. La proposition part de là. Et parfois c'est fantaisiste. Mais lorsque ça arrive chez le président de la République, qu'il est établi par des médecins qu'on devrait évacuer monsieur Intel parce que sa pathologie n'a pas des spécialistes ou les moyens techniques de soins de santé sur place, alors le président décide de l'évacuer. Parce que la Constitution demande de préserver la vie, elle aussi. Donc, ce n'est pas toujours des amis du président qu'on évacue. Ce ne sont pas toujours des amis du président. Ce sont des gens qui connaissent les mécanismes, qui savent comment la procédure est faite et qui arrivent à faire monter leur dossier jusqu'au président. Évidemment, il y a moyen aussi que le président connaisse quelqu'un particulièrement et d'autorité décide d'évacuer un X ou un tel. Mais là n'est pas le problème. Le problème, il est le suivant, c'est qu'il y a des gens qui sont morts, des ministres, des anciens ministres, on peut les citer, Ngoulou, Madame Abena, Boto Angon, André et même l'ambassadeur Mendouga, ils sont morts dans la même prison là, et c'était des ministres. Oui. On n'a pas entendu des gens s'émouvoir autant pour cela. Ce sont des Camerounais, ils étaient ministres aussi. Donc c'était pour fermer cette parenthèse sur cette question, pour dire que, et ça se passait là, lorsque un ministre, un ancien ministre, un leader de parti politique qui parle de gratitude, ça s'est passé lorsque lui, il était ministre de la Justice. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau que nous vivons là. Ce qu'on doit condamner, c'est cette exception qui a été accordée au Fotso, au Inoni Ephraim et puis Simi Meunier. C'est ça que les Camerounais doivent condamner. Pourquoi ils sont partis? Et même revendiquer qu'on les ramène. Ce n'est pas encourager qu'on continue de le faire. Maintenant, je vais chuter par là pour dire à madame qui m'a posé la question,
sur le Steve Mukwete par rapport à la crise anglophone, que les déclarations pro-Domo, elles sont toujours très faciles. Faire des procès de 1960 en 2021, c'est quelque chose de toujours très facile parce qu'il aurait fallu être là. Le Cameroun est un pays comme tous les autres pays du monde, qui ont des dynamiques administratives, des dynamiques politiques, des dynamiques historiques. Henriette pense que Ahidjo a fait un coup d'État en supprimant le fédéralisme en 1972. S'il y a eu ce coup d'État-là, si on le lui concède, il faut dire qu'il y a eu ce coup d'État avec la complicité, au moins la complicité des anglophones qui étaient aux affaires. Bien sûr. Parce qu'en 1972, voilà. Donc, si c'est un coup d'État, c'est un coup d'État d'accord commun avec les partis. Généralement, la population est gouvernée. Elle ne se prononce sur des cas que lorsque la question lui est posée à travers des référendums. Et il n'y a pas d'autre mécanisme de consultation des populations que soit le référendum, soit l'élection, le vote, le suffrage universel. Donc, ceux qui ont décidé de la suppression, et j'ai entendu d'ailleurs le chef Mukwete le dire pendant, je crois, la tripartite, que ce sont les anglophones qui avaient demandé le fédéralisme parce que ça coûtait trop cher. Donc, je ne vais pas revenir ou faire le procès si ce qu'il disait est vrai ou pas, je vais respecter sa mémoire. Mais il a dit ça. Oui, mais il y a eu des acteurs comme les Gorgi Dinka, les Albert Moukong et d'autres qui étaient contre la suppression du fédéralisme. Oui, donc c'est vrai, les élites étaient d'accord. C'est vrai que c'est mieux qu'on s'écoute comme ça, comme ça. Voilà. Alors, son approche à lui était celle-là. Et on ne peut pas penser que c'était une approche monocorde. Il y a sûrement des gens qui pensent autrement. D'ailleurs, le SINC n'est pas né il y a 2 jours. Hein. Ce sont des Camerounais qui voulaient à l'époque d'ailleurs le rattachement de cette partie-là au Nigeria. Donc, si on veut faire le procès de tout ce qui s'est passé par rapport aux positions des uns et des autres depuis 1961, on pourrait aussi faire le procès de ceux qui souhaitaient que le Cameroun soit rattaché au Nigeria, comme Dr Ndele. Donc, nous sommes dans des dynamiques historiques qui font que, selon les périodes et les acteurs politiques, certaines décisions se prennent. Même si, à ce moment-là, ces décisions-là ne peuvent pas être perçues comme mauvaises pour l'avenir. Donc, aujourd'hui, la question de la gouvernance globale de notre pays repose le problème du fédéralisme, et il ne le repose pas maintenant, il le repose depuis au moins 1996, lorsqu'on a inscrit dans notre constitution le principe de la décentralisation que défendait Henriette tout à l'heure. Donc ce principe de la décentralisation a péché en ce que on a inscrit à cette époque dans la constitution une articulation inerte qui n'a pas été mise en application. Et donc, on peut se demander, pour revenir à Steve Mukwete, qui était partisan de cette décentralisation, parce que c'est un éminent membre du RDPC, et qui a toujours été député, mais puis récemment, il est en train de mourir sénateur. Donc, on ne les a pas vus, à cette époque-là, prendre les devants pour dire que c'était une mauvaise chose, la décentralisation. Jusqu'à ce que la grève qui va se muer en guerre actuelle se déclencha. Donc, on est là dans une situation où, si on fait le procès historique de ce qui s'est passé depuis 1960, évidemment, on va trouver des imperfections. Mais je ne pense pas que ceux qui prenaient ces décisions étaient habités par des idées négatives, de destruction d'une partie de notre pays. Ils étaient sûrement habités par une volonté de fédération, d'unité de notre pays, qui était d'ailleurs le credo du président Ahidjo. Et nous devons retenir aussi que le Cameroun était un pays
très fragile au départ des colons, à cause du maquis, à cause du tribalisme qui est revenu en surface avec beaucoup d'acuité en ce moment. Donc c'était un pays à bâtir. On l'a bâti jusque là où il est. Peut-être qu'il y a des réformes nécessaires qui doivent être faites. Nous, les leaders d'opinion, les intellectuels de tous bords, devions plutôt être camerouno-optimistes. D'accord. Pierre Mila Souté, juste un mot après vous de Henriette Ekoué. Je rappelle pour ceux qui nous retrouvent maintenant que Pierre Mila Souté a été dans les années 80 député à l'Assemblée nationale. Il était d'ailleurs député à l'âge de 24 ans, l'un des plus jeunes au cours de cette décennie. Arrête, vous rebondissez. En 1983. Tout à fait. Oui, je peux comprendre que, on défende ce qui, à mon avis, était indéfendable. Parce que je n'ai pas ramené l'article de la révision de la Constitution de 61. Il y avait l'article 47, alinéa 3, il était clairement dit ceci, je cite. Oui. Toute proposition de modification de cette constitution qui porte atteinte à la fédération est irrécevable. Voilà, cet article 47 existe. On ne change pas les lois comme ça. Ce que vous oubliez, monsieur Mila Souté, c'est qu'on était dans la dictature du parti unique. Je comprends qu'on la soutienne, mais il ne faut pas oublier qu'on a supprimé justement le fédéralisme lorsque il était déjà établi qu'on allait vers l'exploitation du pétrole. Et que, compte tenu de ce que les francophones pensent des hommes de culture anglo-saxonne, il n'était pas peut-être possible qu'on prenne toute la manne pétrolière sans laisser quelque chose aux anglophones sur le territoire desquels on allait exploiter le pétrole. Et ça, c'est une donnée qui existe. Et c'est venu parce que la France a suggéré qu'on finisse avec le fédéralisme, parce que avec le fédéralisme, je vais vous donner un exemple, monsieur Mila Souté. Dans la province de l'Alberta, au Canada, on exploite le pétrole, mais toute la manne du pétrole ne revient pas à l'État fédéral. On laisse à la province de l'Alberta une partie de la manne pétrolière. Donc, qu'on pense que les anglo-saxons ont une culture de résistance et qu'on ne peut pas leur faire confiance, vous ne pouvez pas justifier en disant que l'histoire a changé. C'est pas l'histoire, on a violé la Constitution par cet article 47. Et on ne peut pas construire un pays en violant la Constitution à tous les carrefours. Oui, on va revenir à cela. C'était Mila Souté reste en ligne avec nous. Henriette Ekoué et d'autres invités en studio. Madame, monsieur, on marque une courte pause. On va continuer à développer ce thème précis juste après les revues de presse. Merci infiniment à vous, Marcelin Garçon, pour cette revue de presse. Madame, monsieur, on poursuit cette émission ce matin. Nous évoquions avant cette pause revue de presse la question du fédéralisme et de la crise anglophone avec comme prétexte le décès tout récemment de Chief Moukété. Avec nous dans ce studio, nos invités, d'abord vous, Henriette Ekoué, on va dire icône du journalisme, mais également de la lutte pour les libertés au Cameroun, et surtout ce procès très célèbre de 90, le procès du multipartisme précipité, comme on l'avait appelé à l'époque, justement 90. Avec nous également Pierre Mila Souté est en ligne avec nous ce matin. Il est le président du Rassemblement démocratique pour la modernité du Cameroun, ancien militant du RDPC, lui qui a dû évidemment avec son courant des modernistes humains à partir avec ce parti politique là, désormais en exil, lui qui comptait aussi revenir puisqu'il a plusieurs fois tenté d'être candidat à la présidentielle 2004, 2011, 2018 sans succès, 2025 est dans le projecteur désormais. Donc nous évoquions cette question. Henriette Ekoué, vous aviez d'abord développé un premier point et vous comptiez poursuivre. On vous écoute, Henriette Ekoué. Oui, non, je disais que quand on est dans l'histoire d'un pays, qu'on a posé les fondements de notre pays, dont
justement la réunification pour laquelle des Camerounais se sont battus des deux côtés du Mongo, c'est-à-dire les partis politiques anglophones KNDP, KUC, One Cameroun et l'UPC. On ne peut pas, au cours de l'histoire, on dit que non, c'est fini et on ne fait pas ça. Il y avait une forte pression de la part de la France pour que la manne pétrolière ne parte pas chez les anglophones. Et on sait comment la France se méfie des anglophones. Donc ils étaient contents qu'on ait supprimé le fédéralisme. Et c'est vrai qu'après, on est entré dans l'exploitation du pétrole. On ne peut pas évacuer ça en disant que non, l'histoire, c'était pas l'histoire. C'était des intérêts économiques clairs et nets. Bombok. Oui, absolument. Oui. Donc, ce que je voudrais dire, premièrement, c'est que, effectivement, c'est la France se méfie des anglophones. Il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas se leurrer là-dessus. Je ne sais pas si c'est parce que les modus vivendi avaient été trouvés en mars 1916, parce que ça aussi, il faut le dire clairement, c'est la Grande-Bretagne qui a libéré le Cameroun. La région du littoral et Yaoundé même, une grande partie du centre est restée anglophone jusqu'en mars 1916. Jusqu'en mars 1916. D'abord ici, voilà, le littoral a été libéré par le général Dobel de France. Les Français sont arrivés à Yaoundé une semaine après avoir occupé Yaoundé. Et parce que la France n'avait pas l'accès à la mer, étant au Tchad et à Lubangui-Chari, ils ont trouvé un modus vivendi avec leurs frères britanniques. Bon, on dit nous, on a déjà accès à la mer à partir du Nigeria, on leur donne ce qui passe. Est-ce que c'est ça? Je n'en sais rien. Mais toujours est-il que, si on revient dans les années 61, la France se méfie. Pourquoi on n'a pas fait le port en eau profonde de Victoria depuis longtemps? C'est fait exprès. Quand on crée, d'ailleurs, je suis à la suite de Madame Ekoué. On crée la Sonnelle en 74, on oublie de mettre Powakam. Pourquoi? En 61, l'officier le plus gradé, le plus ancien au grade le plus élevé, c'était un anglophone, Titus Malongue. Il est où? Il est où? Il avait, je pense, 2 grades supérieurs à Semengue. Semengue est devenu colonel général avant lui. C'est pas possible. Ça, bon, il ne faut pas qu'on revienne sur des choses. Mais restons dans la Constitution elle-même maintenant. Pourquoi on en est arrivé là? Précisément parce que déjà la France commençait à voir ce pétrole et voulait le contrôler. Voulait le contrôler, et ça me rappelle d'ailleurs les orientations du sommet de Nice en 80, le sommet France-Afrique à Nice en 80. Après la crise, on a détecté que 12 pays africains avaient vu leurs revenus de pétrole augmenter par 10. Le président du patronat français à l'époque s'appelait Paul Ouvelin. Il propose qu'on crée une association ou un fonds appelé Action concertée pour le développement en Afrique. Mais le drame, c'est que les Africains comprennent comme si on voulait développer l'Afrique. Il a parlé de développement des entreprises françaises en Afrique et non le développement de l'Afrique. Et il arrive dans la Sonara, on fait ce qu'on avait déjà depuis, on préparait ça depuis 79 et tout. Et l'autre chose, 1961, on crée un lycée bilingue à Manoarbe. Manoarbe. Pourquoi on l'amène à Moliko? Est-ce que le lycée bilingue, disons, de Manoarbe obéit aux orientations données? 79, deuxième lycée bilingue d'application à Yaoundé, inauguré par le Premier ministre Paul Biya. Où en est le bilinguisme au Cameroun aujourd'hui? Donc il ne faut pas accélérer. Bon, peut-être quelquefois on peut laisser un pan de l'histoire, comme on disait tout à l'heure de Mendoza, que bon, on peut fermer les yeux sur les milliards détournés, mais au moins sur le plan humanitaire, il faut donner la possibilité à chacun de vivre. Mais si on veut réellement parler de ces choses-là, la France est un élément perturbateur pour l'émergence du Cameroun, notamment la réunification manquée. Mais là, est-ce qu'on peut dégager la responsabilité désormais de Chief Mokete dans tout ce que vous dites, tout ce que vous développez? Oui. D'abord, prenons le cas. On est le 21 avril 1961. Oui. L'Organisation des Nations Unies vote la résolution 1608. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, cette ONU-là, ici, il y avait une instance pour porter plainte contre l'ONU. Je pense qu'il faudrait le faire. Il dit,
après avoir mal partitionné le Cameroun, on a organisé une session spéciale de février à mars 59. Il dit le Northern Cameroun se rattache au Nigeria et il formera une province autonome. Le Southern Cameroun acquiert son indépendance en se rattachant à la République du Cameroun. Les deux verront ensemble les possibilités de leur vivre ensemble. Bon, permettez l'expression. Voilà ce qui nous bloque. Pourquoi en partitionnant comme ça, on n'aurait pas pu dire le Southern Cameroun qui se rattache au Cameroun, à la République du Cameroun, formera eux aussi une province autonome. Voilà les ambiguïtés qu'on a mis là-dessus. Donc, plainte à la Cour internationale. Voilà. Donc, et ça, on balbutie un peu. Maintenant, le tribalisme. En fait, le tribalisme est exacerbé parce que le Cameroun est, depuis 1958, entre les mains inexpertes. Les gens qui perpétuent l'héritage colonial, ils attendent que Paris dise que pour qu'on fasse ci ou ça. Là aussi, on ne peut pas refuser de le dire, de le relever. D'accord. Monsieur Mila Souté, vous rebondissez, je vous en prie. Oui, j'ai écouté avec beaucoup d'attention. Hein. Je vais commencer par Henriette Ekoué qui dit que la constitution de 1961 avait été violée. Bien sûr. Bon, je crois que je ne suis pas juriste, mais moi je suis géostratège. C'est ça. Je peux pas parler de droit de manière absolue. Mais ce que je sais, pour avoir une connaissance globale, comme tout le monde, hein, du droit, c'est que les lois ne sont pas inscrites dans le marbre. Toutes les lois peuvent être modifiées. Et parce que nous n'étions pas là, parce qu'il y avait des acteurs, s'il y avait un raisonnement comme le nôtre aujourd'hui, parce que nous ne pouvons pas dire que Ahidjo a modifié ses lois sans la complicité des acteurs comme justement Chief Moukete, Mouna et autres. Il est difficile aujourd'hui de dire après coup que ce qui s'était passé à cette époque-là était absolument mauvais. Oui, avec le regard d'aujourd'hui, on peut dire cela. Mais nous n'étions pas les acteurs de ce moment-là. On porte un jugement pro-domo là maintenant, de ce qui s'était passé à ce moment-là. En tant que géostratège, je vais dire que c'est naïf de croire que la France a découvert le pétrole au Cameroun après 1969. La géopolitique montre qu'au moment où la France signe les fameux accords de défense, il savait déjà qu'il y a le sous-sol camerounais et s'en était approprié dans ces accords de défense. Donc ce n'est pas une découverte en 1969. Et si on considère que les accords de défense avaient déjà donné le sous-sol camerounais à la France en 1961, il me paraît un peu, je ne sais pas comment dire ça, de croire que c'est en 1969 que la France a entrepris de s'approprier le pétrole du Cameroun. Il s'était approprié le sous-sol du Cameroun dès 1961, en sachant très bien ce qu'il y avait dans ce sous-sol. Non pas une partie du Cameroun, parce que même sous le régime de la République fédérale du Cameroun, le Cameroun formait une entité unique, juridique unique, le Cameroun. Et donc s'il y a un procès à faire sur cette question-là, c'est le procès que fait le dernier interlocuteur sur les Nations Unies. Nous ne pouvons pas parler de la période post-coloniale sans envisager celle précoloniale. Qu'est-ce qui a conduit à la partition du Cameroun? Ces deux procès sont intimement liés. Et il fait bien de dire que oui, pourquoi au moment où le Cameroun, le Southern Cameroun devait aller ensemble avec le Cameroun oriental, on n'a pas précisé qu'il pouvait former une partie autonome. C'est ce procès-là qui doit être fait. Ce n'est pas le procès de ce qui s'est passé après 1961. Parce que le procès de ce qui s'est passé après 1961, il s'est passé avec les anglophones. Avec les anglophones qui ont des noms qu'on connaît.
Donc, quelque chose s'est passé dans notre histoire. C'est pour ça que j'ai parlé des dynamiques historiques, des dynamiques politiques, des dynamiques constitutionnelles et même des dynamiques humaines. Même les populations ont changé. Le niveau même d'acquisition des connaissances a évolué. Donc, on ne peut pas tout simplement se contenter sans être aérien, sans être simpliste, de faire simplement le procès de 1961 sans considérer qu'il y a des dynamiques historiques, politiques, humaines. Oui, monsieur Miela Soutessi, vous êtes stratège, comme vous dites. Un stratège ne s'affranchit pas de la marche d'un État. Ce n'est pas possible. Et puis arrêtez de traiter les gens d'analphabètes en disant que non, on n'a pas atteint le degré de connaissance. Vous savez ce que les... Je n'ai jamais dit ça, madame. Non, mais c'est sous-entendu. C'est sous-entendu. Oui, mais vraiment, ce n'était pas comme ça. Vous n'étiez pas là. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous savez qu'en 93, en avril 93, à la All Anglophone Conference, on a remis en cause la manière dont le fédéralisme a été supprimé et que Estimouna et Foncha ont demandé pardon en 93. Donc vous ne pouvez pas raconter des histoires. Comment se fait-il? Mais on peut remettre en cause, on peut remettre en cause Monsieur Mila Asouté, ne dites pas qu'on n'était pas là, mais l'histoire c'est l'histoire. Si vous êtes géostratège justement, vous ne tenez pas compte de l'histoire dans votre vie? Pourquoi y a-t-il eu des résistances? Pourquoi Moukong a-t-il fait la prison plusieurs fois et elle est allée à l'ONU pour porter plainte? Pourquoi Gorgui Dinka a-t-il fait la prison jusqu'en 85? Parce que en 84, Biya modifie encore la constitution pour dire qu'on passe désormais à la République du Cameroun. Et les anglophones ont dit, c'est-à-dire qu'on n'existe plus. Et c'est pour ça qu'en 90, les premières personnalités de l'État qui ont démissionné, c'est Foncha, qui était gardien des... Comment on dit ça? Des ordres, des décorations et tout ça. Il a Grand chancelier des ordres. Grand chancelier des ordres. Il a démissionné dès 90. Octobre 90. Pour dire quoi? Tel que le fédéralisme a été remis en cause et tout ce qui a suivi, c'était contre les intérêts d'une partie du peuple camerounais. Et puis vous venez, vous dites que non, et c'est pour ça que même la première femme qui a démissionné, c'était Madame Victoria Tomé Dindando, qui était députée en novembre, à la suite de Foncha. Elle a démissionné alors qu'il y avait encore 1 an de mandature. Donc vous ne pouvez pas venez dire que non, moi je ne suis pas juriste, par contre je suis géostratège. Alors vous êtes géostratège justement. Et vous croyez que quand vous faites une analyse stratégique ou simplement une analyse politique, vous pouvez vous affranchir de tout ça? Et puis ce n'est pas le mouvement nationaliste qui a amené le tribalisme. Ce n'est pas ça. Lorsque le président Ahidjo a pris le pouvoir, on a vu le pouvoir des Gandoura. On a vu le pouvoir des Gandoura. Vous ne pouvez pas dire que non, nous n'étions pas là. Nous n'étions pas là. Et pourquoi on fait l'histoire aux enfants? Personne n'était là. Madame Ekwe, je parle bien des dynamiques historiques. Hein. Je crois que nous parlons de même langage. Mais c'est quoi la dynamique historique? Voilà. Quand on vous dit que la dynamique historique, pendant 9 ans, on n'a pas eu de problème de fédéralisme. Et dans la Constitution, on a mis des verrous pour dire que ce serait irrecevable que de balayer le fédéralisme. Vous venez dire que non, les gens ont changé, nous n'étions pas là. Qu'est-ce que ça veut dire, nous n'étions pas là? Quand les petits Américains apprennent la Constitution des États-Unis, ils étaient là. Oui. Quand les pères fondateurs, les Washington ont écrit la Constitution. Ils n'étaient pas là. Ils n'étaient justement pas là. Mais c'est pour cette raison que
il faudrait que vous m'écoutiez bien. Non, je vous écoute, monsieur, vous parlez français, vous ne parlez pas chinois. Oui. Moi, je suis allé aux États-Unis une seule fois quand j'ai eu mon prix. Et je suis allé à Philadelphie, où il y a le centre de la Constitution, où on a reconstitué la Chambre avec les Benjamin Franklin, les Washington et tout ça, les acteurs de cette Constitution. Est-ce que les petits Américains étaient là? Mais tous les jours, ils vont pour visiter. Mais non, madame, ce que je dis n'est pas ce que vous dites. Histoire, mon frère. Voilà, les géostratèges parlent d'histoire et je parle des dynamiques historiques. Les dynamiques historiques supposent que, et je n'ai pas seulement parlé des dynamiques historiques, j'ai parlé même des dynamiques humaines. Les dynamiques historiques supposent que les dynamiques humaines. Est-ce que vous savez, par exemple, les hommes changent, les générations changent. Non, les générations ne changent pas sur des injustices. Il faut arrêter ça. Quand le président Ahidjo a donc supprimé, Schopenhauer a dit que tous les avis sont dans la nature. Hein. Quand il a donc supprimé, non, donnez les textes, donnez les faits. Quand il a supprimé le fédéralisme, il y avait des ministères qui étaient des ministères régaliens assignés aux anglophones. La poste, le transport, des ministères importants. Avec votre régime du RDPC, vous avez supprimé ça. Les anglophones n'avaient plus des ministères sauvegardés. C'est ça la dynamique. Madame, nous ne parlons pas de partis politiques ici. Et je suis désolé que vous parti politique que je connais. C'est pour ça que vous justifiez tout ça, monsieur Mila. Je vous comprends aussi. Hein, vous justifiez les postures assez désuètes d'une certaine époque. Quelle désuète? On a fait la lutte pour la conférence nationale. C'était désuet. Pourquoi on est revenu faire un dialogue? Combien d'années après? Alors arrêtez. Vous n'avez pas lutté pour le pays. Bon, maintenant, vous avez voulu faire le modernisme. Comme hier. Évidemment, il y a des gens qui ont lutté pour le pays. Mais madame, ceux qui ont lutté pour le pays ne sont pas toujours considérés dans toutes les régions du Cameroun comme ayant lutté. Hein? Oui, mais c'est pas grave. Je ne voudrais pas ouvrir ce pan-là parce que les luttes dont vous parlez là, dans certaines régions, elles ont d'autres connotations. Restons dans le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. Quelle connotation? Le sujet qui nous préoccupe. Oui, mais tout le monde sait ce que c'est que le maquis, hein? Oui, mais alors, il ne faut pas salir les luttes des gens. On se battait pour l'indépendance véritable ici et maintenant. Mais madame, on se battait pour l'indépendance. Et combien de Français vous avez tués? Vous avez tué des milliers de Camerounais, hein? Oui, n'est-ce pas? Arrêtez ça. Je ne vais pas ouvrir ce débat-là. Restons dans le sujet. Ce n'était pas le sujet aujourd'hui. Le jour où on l'ouvrira, vous aurez du mal. Parce qu'il y a des charniers partout. Ce sujet-là aura lieu. Mais pour l'instant, ce sujet aura lieu. Restons dans celui d'aujourd'hui. D'accord, oui. Monsieur Mila, 30 secondes pour conclure sur cette question. On passe au Covid, je vous en prie. Oui, allons. Oui, ce que je voulais dire, c'est que, je répète d'ailleurs ça pour que Madame Ekwe l'entende bien. Toutes les sociétés sont dynamiques et toutes les histoires sont dynamiques. On fera l'histoire du Cameroun dans 50 ans, l'histoire d'aujourd'hui. Et les Camerounais des prochaines générations auront à redire sur l'histoire de maintenant, y compris sur sa propre histoire à elle. Donc, rien n'est statique dans la vie. Des choses se sont passées. Aujourd'hui, on est en face d'une situation. Est-ce que le type Moukete s'est suffisamment battu? Parce que c'était ça le sujet. Pour que le fédéralisme revienne. Je ne vois pas comment il aurait d'ailleurs pu se battre contre quelque chose qui l'a permis d'exister. D'accord. Merci. Merci, monsieur Mila Souté. Karine, on enchaîne. On continue avec la Covid-19. On sait qu'il y a quelques jours, une vague de vaccins est arrivée au Cameroun, 200 000. Et puis, ces vaccins-là seront appliqués sur 100 000 personnes à raison de 2 doses par personne. Alors, la première question que je veux poser ce matin, c'est que le vaccin chinois, donc AstraZeneca est un peu de côté et le vaccin russe est un peu de côté. Comment est-ce qu'on explique la volonté du Cameroun de commencer d'abord par la Chine?
Peut-être parce que la Chine a eu des avantages en nous proposant ce vaccin. Je ne suis pas dans le secret des gouvernants, mais il y avait une urgence de vaccins, puisque on a vu que après le confinement qu'on a eu, pratiquement 2 confinements, jusqu'aujourd'hui, l'épidémie a pris des proportions terribles. Si vous allez à un grand cimetière comme le Bois des Singes, vous allez trouver des tas de tombes qui sont à peine retournées, et il y en aura encore d'autres, parce qu'il y a beaucoup de morts. Donc, je crois qu'il y avait une urgence. Quelles sont les raisons qui ont conduit au choix de Sinopharm? Je n'en sais rien, mais il y a urgence, et je trouve que 200 doses, c'est pas suffisant. 200 000 doses. Alors, le ministre de la Santé a appelé les caméras et les appareils photo pour montrer comment il se fait vacciner. C'est ça. Comment vous appréciez d'abord cette séquence, et est-ce que vous comprenez ceux qui estiment que c'est le président lui-même, le chef de l'État, qui doit montrer l'exemple en se faisant vacciner? Beaucoup ont tout fait de montrer les images d'autres présidents dans le monde entier qui se sont vaccinés. J'ai vu Macky Sall, voilà, Paul Kagame également au Rwanda. Oui, bon, je crois que parce qu'il y a une espèce de méfiance vis-à-vis du vaccin. Mais il ne faut pas oublier que s'il n'y avait pas eu de vaccin, je ne sais pas si la population du Cameroun serait à 25 millions comme elle est, ou comme elle semble l'être, ou 30 millions. Parce qu'on a vacciné des enfants dès le bas âge. Et le vaccin a sauvé des vies. Donc je ne peux pas, moi-même, un enfant de la vaccination, je ne peux pas être complètement opposé au vaccin. Il faut qu'on vaccine les gens, parce qu'on a découvert maintenant que c'est avec le vaccin que certains pays se sont libérés de la circulation du coronavirus. Et donc, quand vous n'avez pas tous les vaccins ou un maximum de personnes vaccinées, on ne s'en sortira pas. Alors, Monsieur Mila Sauté, vous avez revendiqué la casquette de géostratège tout à l'heure. Il y a évidemment Je ne revendique pas, je suis géostratège. Oui, tout à fait. Et il y a sur cette question du vaccin... Et je l'enseigne en ce moment dans un pays anglophone, en Afrique. D'accord, c'est compris, nous l'avons enregistré. Le sens de ma question, c'était du point de vue géostratégique, il y a également, on va dire, une forme de théorie du complot qui est née, et les Africains pensent que les grandes puissances veulent décimer sa population via ce vaccin anti-Covid. Vous, quelle est votre appréciation là-dessus? Bon, d'abord, je veux dire que l'idée d'un gouvernement mondial n'est pas une fiction. Même si on va la dissocier des questions de pandémie, de virus, mais l'idée même d'un gouvernement mondial n'est pas une fiction. Sur le plan purement stratégique, c'est quelque chose qui suit son cours, et les différents mécanismes pour y aboutir peut-être ne sont pas encore totalement dévoilés. Mais pour ce qui est du soupçon, le soupçon complotiste sur les différents programmes tendant à réduire la population de l'Afrique, ce n'est pas un secret non plus. Les leaders politiques occidentaux, je prends un exemple, Sarkozy, il ne s'est pas caché pour dire que le surpeuplement du monde posait un problème si on atteignait 11 milliards d'habitants, et que la surpopulation en Afrique devait préoccuper la communauté internationale. Donc, ce n'est pas une question à balayer du revers de la main, c'est une réalité, elle existe, que la communauté internationale, dans les guillemets, est préoccupée par l'avenir du monde d'ici à l'an 2070, où l'Afrique est supposée passer comme étant la première puissance démographique du monde. Donc c'est une préoccupation. Maintenant, est-ce que il y a un complot pour utiliser les armes biologiques, le vaccin pour détruire la population africaine? Cette question n'est pas prouvée. Aujourd'hui, elle n'est pas prouvée. Et faire peser sur les vaccins des soupçons
me paraît assez délicat. Donc, par contre, je vais prendre le problème par un autre bout. Lorsque on parle de souveraineté du pays, et je crois que c'est un thème cher à Henriette Ekwe, on devrait plutôt être préoccupé que son propre pays ne puisse pas produire des vaccins et se contenter des vaccins qui viennent ailleurs et qui nourrissent des soupçons. Évidemment, si vous allez chercher des vaccins en Chine ou aux États-Unis ou en France, évidemment, si la France nourrit des ambitions de vous éliminer, vous n'aurez pas d'autre choix que de vous faire éliminer parce que vous-même, vous n'avez pas vos propres vaccins. La Russie a produit ses vaccins et peut-être que c'est bien que le Cameroun ait choisi la Russie pour éviter tous ces soupçons. Mais pourquoi le Cameroun ne produirait pas ses propres vaccins? On parle plus de milliards, 180 milliards. Et aujourd'hui, une enquête judiciaire sur les 180 milliards que sur la science même qui aurait permis de protéger les Camerounais. J'ai entendu parler d'un comité scientifique. Je crois que les Camerounais sont suffisamment compétents et donc d'un ministère de la recherche scientifique aussi. Et si j'ai bien lu les chiffres qui sont indiqués sur une fiche en circulation sur les réseaux sociaux, ce ministère a reçu à peu près 6 milliards de francs de nos francs CFA. Je ne sais pas trop pour faire quoi, mais en tout cas, j'ai envie de dire que si ce comité scientifique avait les moyens dont il a besoin pour travailler, peut-être qu'on aurait su qu'est-ce qu'il faut aux Camerounais pour se protéger contre le coronavirus, qui fait des tombes, comme dit paix à leur âme, hein, comme dit Henriette Ekwe, dans certains cimetières de Douala. Donc, il faut vacciner les gens, c'est vrai, mais par principe de précaution, puisque ceux-mêmes qui font ces vaccins, et là, ce n'est pas de la spéculation, ce sont des faits. Ceux-mêmes qui fabriquent ces vaccins, produisent ces vaccins, disent que l'efficacité de ces vaccins, de certains de ces vaccins, n'est pas prouvée. Elle est moindre. Par exemple, le vaccin de la Chine, ce sont les Chinois eux-mêmes qui disent que, voilà, il faut parfois 2 doses. Donc, il faut faire quelque chose. L'AstraZeneca, il est prouvé, les producteurs eux-mêmes le disent également, qu'on a établi désormais un lien entre les thromboses dont sont victimes les patients et le vaccin. Donc tout ceci pour dire quoi? Qu'il faut vacciner les Camerounais, mais il faut les vacciner d'un bon vaccin. Parce que si, au lieu de vacciner les Camerounais d'un bon vaccin, on les vaccine parce que on est pris de court par le nombre de décès, ce qui participe de l'improvisation, compte tenu de ce que tout le monde sait depuis un certain temps, qu'il y a le coronavirus. Et d'ailleurs, j'ai appris que certaines structures qui étaient construites pour accueillir justement les patients en urgence ont été démontées, après avoir englouti des milliards aussi. Donc tout ceci pour dire que oui, il faut vacciner les Camerounais, mais par principe de précaution, c'est un principe qui est observé en Occident. Il faudrait être sûr de ce qu'on vaccine, de ce qu'on inocule aux Camerounais. Il faut être sûr, exactement certain de ce qu'il y a là-dedans. D'accord. Merci, Monsieur Mila Souté. Évidemment, il y a des personnes qui ont commencé à réagir, à dire que le Cameroun a autant confiance en la Chine. Le vaccin arrivait quand lundi, je pense. Lundi. Et même pas 2 jours qu'on inocule déjà le vaccin aux gens sans fait d'autres tests. Sans passer au test pour voir si effectivement c'est pas du poison. Bobo Bengan, vous voulez réagir, allez-y. Non, moi je voudrais, en fait, pas dans un débat de ping-pong, mais Monsieur Mila Souté, il est géostratège. Je dis, j'ai pas enquêté parce qu'il n'y a pas eu d'enquête scientifique à ce niveau, mais j'ai au moins 3 témoignages des femmes qui ont l'âge de ma maman, 73 ans, à qui les médecins français qui étaient ici leur ont dit que maman, les femmes de votre âge ont des risques d'avoir des cancers à leur âge. Et ce témoignage-là, j'ai rencontré un vieux médecin français, je n'évoquerai pas le nom aussi, il est encore vivant. Il a fait 6 témoignages devant une cousine à ma maman qui est encore vivante, mais l'autre est morte dessus de cancer de col de l'utérus. Donc ça veut dire que les expérimentations de ce qui est
la science comme la médecine, on ne peut pas, les pays africains n'ont pas les moyens de le faire, pour 2 raisons principales. La première raison, c'est la création de l'OMS, je ne sais pas là, mais là, il est en Europe, il peut le vérifier. Lorsque les Américains créent en Europe l'European Medicine Agency, qui est basée en Allemagne, ils créent au Japon la Pharmaceuticals and Medical Device Agency, qui sont les 2 administrations coordonnées par l'administration centrale américaine qui s'appelle Food and Drug Administration. Aucun noir ne travaille là-bas, même si vous êtes américain. Donc, pour savoir réellement ce qu'on administre, il faut que même les Français et les Russes négocient pour voir un certain nombre de choses. Donc, je n'entre pas dans le débat des Big Pharma et tout ça. Donc, aujourd'hui, je termine par un livre géopolitique de Covid-19 de Pascal Boniface qui venait de publier. Les gens avaient, comment se fait-il que depuis 2017, on commence à vous parler d'un potentiel virus qui viendra contaminer le monde entier, si ce n'était pas qu'il n'y avait rien en préparation. Je cite seulement la revue stratégique de défense et de sécurité nationale 2017, la paragraphe 69. L'accroissement de la mobilité de la population favorise l'extension des aires de diffusion de certaines maladies, ainsi que la propagation rapide et à grande échelle de virus à l'origine d'épidémies diverses. Et paragraphe 70, le risque d'émergence d'un nouveau virus franchissant la barrière des espèces ou échappant à un laboratoire de confinement est réel. Fin de citation. C'est dans Géopolitique de Covid-19 de Pascal Boniface avec la préface de Madame Roselyne Bachelot, page 25. Donc, en fait, il y a une guerre bactériologique. Ça aussi, lui qui est géostratège, je pense qu'il doit nous le confirmer. Et comme il est là, c'est une chance pour les Africains d'avoir quelqu'un comme ça qui est à la place parisienne et qui a une certaine mobilité pour voir comment réfléchir pour protéger l'Afrique de cela et amener les chefs d'État, les États africains à avoir les orientations peut-être comme Madagascar, ainsi de suite, ainsi de suite. Et parce que les enclos coloniaux comme le Cameroun en est un ne peut pas seul faire face à cette mastodonte-là. Comment l'Afrique peut, avec 3, 4, 5 pays peut-être, commencer à former un embryon de résistance face à tout cela? D'accord, oui, arrêtez quoi. D'abord. Oui, je voudrais confirmer ce qu'il a dit parce que sa mère est de ma génération. Moi, j'ai 71 ans. Et c'est vrai qu'il y a des médecins qui ont dit que tous les enfants qui ont eu des vaccins entre 45, 65 et même 70 sont susceptibles de développer des cancers. Et ces cancers-là sont réels parce que j'ai une amie qui a été soignée en France et pendant qu'elle attendait des soins, un vieux blanc qui était là, un vieux médecin, a appris qu'il y a une cancéreuse camerounaise. Il est allé vers elle et il lui a dit, vous savez, ce qu'on vous a inoculé entre 1945 et 65 ou 70, vous êtes des populations à risque. Et vous risquez de développer des cancers. Donc ça c'est vrai. Alors quand M. Mouyela Souté a parlé de souveraineté, mais bien sûr, mais quels sont les régimes qui ont bafoué les capacités intellectuelles des jeunes Camerounais? Comment pouvez-vous imaginer qu'on peut faire des études scientifiques et il n'y a pas de laboratoire à l'université, que ce soit à Douala, à Yaoundé ou ailleurs? Ça veut dire que notre État, le chef de l'État et son parti ont massacré les chances d'avoir des chercheurs de haut niveau et des laboratoires de haut niveau. On a annoncé il y a quelque temps que le Nigeria était en train de fabriquer son propre vaccin. Mais ils en ont les moyens. Il y a des laboratoires. Nous, on n'en a pas. Par exemple, au Sénégal, il y a déjà des appareils de séquençage des... Oh, je ne sais pas comment... De molécules. Ils ont ça au Sénégal. Nous, on n'a même pas un début d'une chose comme ça. On va faire le truc. Alors que sur le papier, il existe un institut d'études médicales des plantes médicinales. Voilà.
D'accord. On marque une courte pause. On revient dans un court instant. Non, je veux la souveraineté, mais c'est eux qui ont... Une matinale pas comme les autres. Bonjour chez vous, c'est un réveil pas comme les autres. Bonjour chez vous sur la 93 FM Radio Equinox. 656 62 22 22 670 54 70 49 sur Radio Equinox. Ce matin, vous pouvez appeler pour réagir aux 3 sujets qui ont été abordés dans ce studio. Premièrement, on a parlé du décès du professeur Gervais Mendozé et des vagues d'indignation qui ont suivi sa mort. Allô, bonjour. Bonjour Madame Sophia, bonjour à vos invités en studio. Bonjour, comment on vous appelle? Moudiki. D'accord, monsieur Moudiki, on vous écoute. Oui, je voudrais poser une question à Madame Mariette Kouel. D'accord, elle vous écoute. Ne pense-t-elle pas que la disparition des 2 étoiles sur le drapeau camerounais est à l'origine de tous les problèmes que nous avons? 1. Et 2. Ne peut-on pas passer de ces 2 étoiles à 4 ou 5 étoiles pour magnifier l'indépendance totale du Cameroun? Bonne journée à vous tous. Bonne journée aussi à vous. Oui, on peut décider, comme certains partis politiques le proposaient il y a 30 ans, qu'il y ait un fédéralisme à plusieurs États, non plus entre les anglophones et les francophones. Ça reste à définir dans une conférence nationale sans exclusive pour qu'on arrive, qu'on s'asseye autour d'une table et qu'on en parle. Que ce soit 2, 3, 5 étoiles, le fédéralisme peut être une solution, comme la décentralisation. Mais quand on voit les fruits de la décentralisation, ce que Paul-Éric King a souffert pour essayer même d'arracher une seule carrière de Puzolan, ça veut dire que tout est entre les mains de l'État central et que l'État central n'accepte pas de se dessaisir des biens. Quand on voit la modicité des moyens qu'on est censé donner à chaque région. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour, comment on vous appelle? Oui, Eric Morata. Eric, on vous écoute. Ok, d'accord. Je voulais demander à la dame, là, parce que j'ai suivi la dame qui expliquait que les doses de vaccin étaient en quantité réduite par rapport aux besoins. J'entends beaucoup de gens parler de vaccin. Est-ce que les gens savent exactement, est-ce que je peux savoir exactement quels sont les effets de ce vaccin-là en fait? Quelle est la durée? Est-ce que quand on a ce vaccin, quand on est vacciné, on ne peut plus attraper le Covid? Est-ce qu'on ne peut plus être contagieux? Est-ce qu'on ne peut plus, on a plus de mettre de masque? C'est quoi l'effet en fait du vaccin? C'est quoi le bien fondé du vaccin qui est annoncé comme la solution miracle à ce problème de Covid? C'est vraiment ça ma question. D'accord. Mais c'est à l'État de le dire. On ne sait pas dans quelles circonstances on a choisi le Sinopharm plutôt que le Sputnik ou un autre. Donc c'est à l'État de faire la lumière sur ce vaccin-là qu'on a choisi. C'est pas à nous qui ne savons rien sur les choix et sur la commission scientifique de venir expliquer à l'opinion nationale pourquoi on a choisi ce vaccin et pas un autre. 656 62 22 22 670 54 70 49. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, comment on vous appelle? Oui, Étienne. On vous écoute. Oui, je voulais vraiment vous passer un grand bonjour par rapport à l'émission parce que je suis dans abonné Equinox, malgré que ce n'est pas facile de pouvoir toujours vous joindre. Et par rapport à tout ce que vous avez dit, je remercie vraiment, j'aimerais bien tirer un coup de chapeau à M. Mbombo pour la connaissance et l'intérêt dont il amène sur des débats. C'est vraiment une bibliothèque si grande. Et vraiment, pour cet état, moi, je ne comprends même plus où nous allons. Vraiment, les soucis sont vraiment dépassés. Peut-être nous tous nous allons nous exiler ailleurs, parce que cet état, on est fatigué de ça. Les gars nous manipulent comme si nous n'avons plus de cœur dans ce pays-ci. Vraiment, je suis vraiment dépassé. Alors, je vous remercie beaucoup et très bonne journée à vous. Meilleur à vous aussi. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, comment on vous appelle? Benjamin. D'accord, Benjamin, on vous écoute. Oui, une question pour Ariette. Oui, bonjour Ariette. Bonjour. Oui, qu'as-tu fait par rapport à tes consoeurs qui sont passés, ne jugeant pas les morts, qu'as-tu fait par rapport à tes consoeurs qui sont passés à la trappe de M. Gervais? Mais monsieur, vous me posez la question, est-ce que je commande le corps d'une femme adulte, journaliste de surcroît? Elles ont dit qu'elles ont été victimes de harcèlement.
Et même c'était ça où on leur retirait l'antenne. Ça a été une enquête conduite par la Fédération internationale des journalistes, le conseil genre dans lequel je siégeais. Donc c'est des choses qui se sont passées, et des filles journalistes, de grandes journalistes, qui ont avoué qu'elles ont été victimes du harcèlement sexuel par le directeur général. Et j'allais faire quoi? J'allais les renvoyer du boulot? D'accord. Merci beaucoup. On va également remercier nos invités ce matin. Merci. À Pierre Mila Souté depuis... il est parti. Merci à vous, monsieur Mila Souté. Je suis là. Merci à vous aussi. D'accord, merci. De m'avoir invité. Merci à vos auditeurs. Merci aux panélistes. Merci, monsieur Mila Souté. Merci. C'était un plaisir de vous avoir. Oui, il est partagé, Henriette. Merci. Merci. Un plaisir aussi, merci. Nous avions un ami commun, Manjo. Oui, il est toujours ami. Voilà. D'accord. Vous-même, vous êtes une amie. Mais bien sûr, monsieur Mila Souté, voilà, je sais. Voilà, c'est bien conservé sur cette note, voilà. Ouais, optimiste, un ami. Voilà, tout à fait. Oui, vous êtes une amie. Vous êtes une amie. On est dans un débat d'idées démocratiques. Oui, mais voilà. En une seconde, il y a un jeune qui a parlé tout à l'heure. Non, je voudrais lui rappeler ce que disait Frantz Fanon. Chaque génération doit, dans une relative opacité, trouver sa mission, la trahir ou l'accomplir. Donc notre génération, non pas pour juger nos parents, mais quelle est la mission qui est la nôtre aujourd'hui? Nous avons les aînés comme Mila Souté, qui est géostratège, qui est siège en Occident. Il peut voir comment les autres s'organisent, nous donner des guides, nous aider avec des orientations, comment l'Afrique de demain, qui aura une population assez dynamique et tout, puisse avoir le courage et les éléments nécessaires pour... Ok. On a également Maman Arrête Koué, qui évidemment a toute son histoire pour le Cameroun. Son père, Adolphe Anatole Ibongo, qui a été, on va dire, qui a siégé au conseil de l'hymne national du Cameroun à Foulassi. C'est quand même extraordinaire. Donc, Oumyobé était son camarade et qui a été l'un des premiers noirs à diriger la douane camerounaise aussi. D'ailleurs, le lit qu'a occupé Oumyobé Foulassi était occupé par le père d'Henriette. Moi, c'était mon ami, c'était un complice. Tout à fait, c'était son ami. Et un jour, il a demandé à lui, Noé, qu'est-ce que vous faites pour le centenaire de la naissance de Oumyobé? C'était en 2013. Voilà. Il fallait célébrer le centenaire de la naissance de son petit frère Oumyobé. Voilà, et surtout Henriette Koué, prix du courage féminin du département d'État américain en 2010. Il faut le je vais vous dire rapidement, je suis né dans le sud, mais quand on a quitté le sud pour revenir à Douala, j'ai demandé à mon père, mais comment on a fait pour traverser la zone de Maki en 56? Il m'a dit, mon camarade était en brousse. Voilà. Et parfois je m'arrêtais, je voyais des gens, vous voyez des gens autour du camion, je descendais, on parlait bassa, après je remontais, c'était qui avait dit, faites attention, Ibongo est en train de passer avec sa famille. Oh là là, voilà. Magnifique. Madame, monsieur, rendez-vous demain 6h, que Dieu bénisse le Cameroun. Merci. Bonjour chez vous, information et divertissement entre 6h et 9h.